Donc bonsoir à tout le monde. Merci d'être venus physiquement. Merci pour tous ceux qui nous ont rejoints online. Merci Myriam de m'avoir invité et merci Paul de nous avoir rejoints. Paul Bipreciado, il est avec nous online. On va parler de la corporalité, à mon avis, dans la période où on vit aujourd'hui, la question de digitalité quelque part de la présence qui est médiatisée quelque part est aussi importante. Donc, merci de nous avoir rejoints malgré cette situation, mais on est très très contentes toutes les deux de pouvoir avoir cette conversation autour de l'exposition de Myriam ici à Palazzo Castelmour. Donc je vous présente juste en 2 mots Paul Bipreciado. Je viens de lui dire que je pourrais parler de sa vie, de son œuvre, de son approche pendant 2 heures. Il faut que je raccourcis, juste pour vous donner l'idée. Paul Bipreciado, c'est un écrivain, un philosophe, un commissaire d'expo. Pour moi, en tant que philosophe moi aussi, ou de formation philosophique, c'est vraiment une grande référence pour me retrouver ou retrouver des repères dans ce monde qui change tellement vite. Myriam Khan, c'est aussi pour moi une grande philosophe de ce point de vue, exactement. Donc c'est pour ça en fait je suis très 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 contente qu'on se retrouve à 3 parce que bon non seulement 2 philosophes sont ici mais aussi 2 artistes. Paul Bipreciado avec son travail, c'est vraiment un travail artistique aussi. On va en parler tout à l'heure. Donc comme je dis, Paul est un philosophe, un écrivain, un commissaire d'expo. Il a notamment écrit le livre Manifeste contrasexuel, Pornotopie, Testo Junkie. Il a aussi contribué avec une chronique dans la Libération pendant plusieurs années. Et ce livre était publié sous le titre Un appartement sur Uranus. On va en parler aussi. Ce dernier temps, il a écrit un livre. C'était une conférence plus tôt, mais c'est sorti comme un livre et c'est extrêmement bouleversant. On en a parlé parce que c'est Myriam qui m'a dit Martha, est-ce que tu as lu déjà ça? C'est incroyable. C'est un livre qui est intitulé Je suis un monstre qui vous parle. Donc si on parle de la corporealité aujourd'hui, on va en parler aussi. Pourquoi on se sent comme des monstres, et comment nous sommes le monstre, et pourquoi on a besoin d'être des monstres. Paul, toi tu es un homme trans, à comprendre dans tous les sens du terme, et tu es un transfuge du genre, de la langue, mais aussi de la géographie, un fugitif de la sexualité, un dissident du régime de la différence sexuelle. On va en parler tout à l'heure, donc ça va sortir de l'ombre. Et dans tes textes, tu nous invites de penser au-delà de catégories qui semblent évidentes. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que Myriam fait avec son art, à mon avis. C'est pour ça, en fait, je voulais absolument que cette rencontre prenne place. Parce que Paul, il a écrit sur l'œuvre de Myriam. Et en fait, c'était un livre que j'ai édité. Et c'est vrai que son texte, c'était pas tellement sur l'œuvre de Myriam, mais c'était à côté, c'était parallèle. C'était vraiment une réaction aussi corporelle, physique, parce que on a regardé ses œuvres. Après, tu te souviens, c'était à Varsovie encore. Après, t'as monté dans l'avion et t'as fait ça sur le trajet Varsovie-Paris, 1h30, bam. Je reçois un texte qui avait un effet de bombe atomique pour moi. Myriam, elle était contente aussi. Donc voilà. Je vais parler de tes livres, Paul. Myriam aussi, elle a publié un livre extraordinaire qui s'appelait, en anglais, c'est Writings in Rage. Tu peux le dire en allemand peut-être? Das zornige Schreiben. Exactement. Et le livre que toi, Paul, t'as écrit, Testo Junkie, un appartement sur Uranus, je suis un monstre qui vous parle. La première question que je voulais vous poser à tous les deux, parce que c'est ça pour moi qui m'inquiète quand je lis tes livres, Paul, quand je regarde ton œuvre, Myriam, c'est d'où vient votre rage?
Alors, je sais pas qui veut commencer, parce que c'est pas Paul. une... Paul. Allez. C'est moi qui commence? D'où vient ma rage? Je trouve que c'est normal d'avoir une rage quand on vit comme femme. C'est normal, parce que les femmes, dans tous les jours, c'est toujours encore la discrimination. Les femmes ne peuvent pas faire ci, ne peuvent pas faire ça. Et j'y croyais jamais d'ailleurs. Moi, j'ai toujours tout fait que je voulais faire, aussi corporellement, mais ma société autour m'a dit « Ah, mais il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Tu es pas une femme quand t'as pas de bébé, quand t'as pas d'enfant. Tu es pas une femme. Les femmes ne montent pas dans les arbres, les petites filles, disons. Les femmes ne peuvent pas être intellectuelles. Les femmes ne peuvent pas avoir des outils ou bien des instruments ou bien de faire la manœuvre, par exemple. Et là, c'est toujours des points dans chaque jour, pratiquement, où je me fâche. Et je me fâche et c'est ça le moteur qui me donne. C'est un très bon moteur là, quand on se fâche, parce qu'on peut travailler avec ça. Et corporellement, on peut aussi très bien travailler avec quand on est fâché. Merci, c'est super. Paul, qu'est-ce que tu en penses? Bon, merci. D'abord, je voulais vraiment dire bonsoir et vraiment vous dire en fait aussi à Myriam et à toi Martha, comme je suis ravi d'être avec vous, que j'aurais vraiment désiré vraiment être aujourd'hui en fait plutôt physiquement là avec vous aussi, mon corps parmi les œuvres de Myriam, parce que j'avais tellement envie aussi de voir cette expo. Mais en fait, bon, comme on parle de corps, je pense que c'est aussi important, c'est dire que le corps est vulnérable, en fait, voilà, que j'étais malade et que je ne suis pas encore super bien, super en forme. Et donc, du coup, pour moi, c'est aussi une forme une manière d'être à nouveau attentive à mon corps, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le corps, mais je n'ai pas beaucoup prêté d'attention, en fait, parfois à mon corps physique. Donc, du coup, maintenant, mon corps s'impose, en fait, avec une nouvelle souveraineté à travers la maladie, à travers la fatigue ou autre, non? De toute façon, je voulais vraiment être là avec vous. Et donc, je suis très content de pouvoir le faire digitalement. Et en fait, bon, la question de la rage, pour moi, elle est très importante, en fait, parce que je dirais, en fait, que tout mon travail politique, les travaux d'écriture que j'ai fait, tout mon travail consiste vraiment c'est comme un travail alchimique qui consiste, en fait, à métaboliser la rage en autre chose, à transformer la rage comment on transforme la rage en énergie collective de transformation, comment on la transforme en joie, par exemple, ou quelque chose qui paraît impossible, en fait. C'est vraiment une transformation quasi impossible. Néanmoins, en fait, je dirais qu'une partie de mon processus trans, dans tous les sens, en fait, comme tu disais tout à l'heure, Martha, aussi bien du genre que sexuel, que dans les déplacements, dans la migration, dans l'écriture, consiste vraiment à transformer la rage en autre chose. Après, en fait, ma rage, je pense et je pense que c'est intéressant aussi par rapport au corps, puisque en fait, je pense que j'ai compris très tardivement pour moi, en fait, qu'est-ce qu'était la rage et comment elle s'était transformée en mon corps quelque part, en fait, comme elle était devenue, en fait, comme si mon corps était devenu vraiment un container, en fait, un enveloppe vraiment des marages, de la totalité des marages. Et en fait, je pense que la production de la rage commence par le fait que je me suis rendu compte, en fait, que j'étais les survivants de l'infanticide, en fait, du désir des morts. Mais je dirais en fait pas moi personnellement uniquement. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, quelque part, nous sommes les survivants d'un infanticide organisé politiquement, systématiquement contre nous. C'est-à-dire en fait qui vient littéralement détruire la puissance de vie, la puissance créatrice
ce que j'appelle la potentia gaudendi, en fait, la puissance des jouissances et des plaisirs totaux, en fait, qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous, comme corps vivant, je dirais. Et donc, toute la société est organisée comme un énorme dispositif d'extraction, des captures et des destructions de cette puissance de vie. Et donc, quelque part, en fait, oui, en fait, petit à petit, est-ce que nos corps sont comme la rage fossilisée. On est comme des fossiles politiques, en fait, dans lesquels, dans chaque cellule de notre corps, en fait, on contient une énorme quantité de rage. Et après, la question, c'est quoi faire avec cette rage? Comment diraient les zapatistes, en fait, comment organiser, en fait, comment faire une gestion de la rage, quelque part, en fait. Et donc, je pense que tout ce qu'on fait, mais pas simplement moi, et je pense Myriam aussi, toi Martha, en fait, avec les expos ou avec les travaux artistiques de Myriam, c'est effectivement cette alchimie de la rage. Parce qu'en fait, après, quand je vois un tableau de Myriam, je ne suis pas totalement, en fait, face à cette rage. Il y a encore autre chose. Il y a quelque chose une puissance, une énorme puissance de vie qui, malgré tout, arrive en fait à traverser la toile, en fait, les papiers, la toile, la matière, la matérialité même de l'œuvre de Myriam, et qui n'est pas uniquement de la rage. Et c'est ça qui me paraît absolument fascinant. Et qui est vraiment, que tout en travaillant en fait à partir de cette matière très douloureuse, en fait, qu'est la rage, après on arrive à faire autre chose. Je pense que c'est très beau, comme vous dites, de la rage, mais aussi de la fragilité du corps, non? C'est sorti aussi parce que bon, en tant que femme, on se sent aussi déjà assigné à certains endroits, certaines possibilités ou impossibilités. Ça a aussi à voir avec la fragilité. Je me souviens très très bien quand on est venu à Varsovie encore, on a organisé la nuit du lait noir, un rassemblement qui a duré toute la nuit, avec des discussions, des lectures poétiques, des rituels et des conférences performatives. Et ça s'est en fait passé pendant... c'est ton chien. Ça s'est en fait passé pendant le centenaire de l'indépendance de la Pologne. On a organisé un événement qui était consacré à l'art et à corporéalité, mais en même temps, à l'extérieur du bâtiment du musée, il y avait vraiment de défilés de nationalistes, de défilés de la fierté d'être polonais. Bon, c'est polonais, mais on le voit partout en fait. Donc, je me souviens très très bien comment tu as dit à ce moment-là exactement. Et maintenant, ça ressort très très bien avec ta présence online, avec la fragilité, avec la maladie de ton corps. Tu as dit la fragilité est ce qui enflamme la révolution. Et c'était tellement fort parce que bon, exactement, il y avait à l'extérieur, il y avait le fusée éclairante qui explodait, le foule qui scandait Dieu en air patrie, et toi, tu étais des côtés de la fragilité. Donc là, à mon avis, il y a quelque chose qui ressort ici, cette rage qui est pas une rage, c'est une rage révolutionnaire, mais en même temps, c'est une rage qui se place du côté de la fragilité. Absolument, ouais. La fragilité, pour moi, la fragilité, c'est une force bien plus forte que cette force nationaliste où on dit les hommes, les femmes et tout ça. La fragilité est un grand seau, disons, où on peut puiser pour faire l'art, ou bien l'écriture, ou bien la musique et tout ça. Et je trouvais assez intéressant ce que vous avez dit, Paul, sur qu'il y avait dans mes peintures quelque chose d'autre, naturellement. C'est pas seulement ça peut pas être seulement une fragilité ou une rage ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est assez important de montrer aussi le corps dans l'espace, l'espace en soi, landscape et tout ça. Mais c'est toujours le centre, c'est toujours ce que moi, comme je ressens quand je fais ces peintures ou bien ces dessins.
j'ai la possibilité de voler par-dessus les paysages, par exemple. Je trouve très important que c'est possible dans des peintures ou bien dans des dessins. La perspective, c'est très important aussi pour moi parce que ça doit être juste d'une façon. Comme ça, les gens qui regardent ces peintures peuvent aussi voler s'ils veulent. Et le corps, c'est le centre. Le corps, c'est pour moi l'instrument avec lequel je travaille. Comment je m'oriente, et comme je suis femme, je m'oriente étant femme, mais je fais jamais ce discours, ah, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, etc. Ça, je trouve vraiment très con, complètement con. Hein? Il faut quand même être clair sur ce point-là. Hein? Les hommes sont comme ça, les femmes, on s'en fiche. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut corporellement. Et si naturellement vous êtes malade, par exemple, on peut faire moins. Mais ça ne veut pas dire, disons, par la force. On peut faire moins, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Je trouve au contraire, quand on a une maladie ou bien comme moi j'ai eu un accident, j'ai trouvé très intéressant de penser par mon corps qui fonctionnait pas. Mm-hmm. Ça donne des textes et des images super intéressants, je trouve. C'est aussi intéressant parce que exactement ce que tu dis, c'est de partir pas tellement dans tes positions dans le monde, mais de ici et maintenant, c'est-à-dire ouais. Exactement de ton corps. Et ça n'a pas d'importance si c'est un corps d'une femme, d'un homme. C'est vraiment juste un point de départ qui est un corps qui ressent, qui est fragile, qui est vulnérable, qui est fugitif quelque part. Et exactement, c'est à mon avis, c'est aussi parce que toi, Paul, ton écriture, ça vient exactement aussi de ton corps. C'est une chronique quelque part de comment tu vis et comment tu réagis. C'est la rage qui est quelque part pas décrite, mais écrite. La rage qui est écrite, mais aussi c'est la pensée qui est. Il y a un petit chien qui arrive aussi. Vous pouvez pas le voir. Il y a une petite bataille. Ah oui, c'est. Ah, il est parti. Mais ça fait rien. Je réponds un peu à sa place. Oui. Ça fait rien. Moi, je crois qu'il y a une grosse discrépance entre la nature qu'on a, ma nature et celle de la femme. Ça fait rien. J'ai essayé de répondre pour vous. Mais mon chien s'est mis à aboyer, donc ouais, non, mais par contre, j'ai bien écouté ta question, Martha, en fait. Pour moi, la question, si tu veux, en fait, si vous voulez, quand nous parlons du corps, c'est qu'en fait, nous avons l'habitude, en fait, dû au discours normatif de la modernité patriarcale et coloniale, nous avons l'habitude de penser les corps comme un objet anatomique. Vous voyez ce que je veux dire, en fait? Et je pense que ce que on essaye de faire aussi bien Myriam que moi, par exemple, dans deux travaux totalement différents, mais nous essayons en fait de démontrer que le corps n'est pas un objet anatomique, que le corps est autre chose qu'un objet anatomique. Et ça, c'est-à-dire, nous sommes en train de quelque part, c'est très fort ce que je suis en train de dire, parce que ça veut dire en fait quelque part c'est s'opposer à la métaphysique de la modernité. Et, parce que si le corps est un objet anatomique, c'est-à-dire c'est toute l'hypothèse de la modernité, aussi bien capitaliste dans laquelle le corps est simple force de production. C'est une force de production qu'il faut extraire pour le travail. Ou bien en fait le corps est pensé en tant que force de reproduction. Et à ce moment-là, vous êtes assigné effectivement à un sexe ou à une sexualité parce que vous êtes un utérus reproductif uniquement. Et donc, comme on disait Myriam tout à l'heure, en fait, si vous êtes une femme et vous savez pas, vous faites pas un usage reproductif de vos organes soi-disant reproducteurs, bah, vous n'êtes pas une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui me semble très important, en fait, c'est que les corps, une fois qu'on a nié, en fait, cette hypothèse de la modernité capitaliste, et on pourrait dire aussi coloniale, puisqu'en fait, les corps aussi, par exemple, ont été les lieux
des matérialisations de l'oppression raciale. Et donc, cette assignation et cette oppression raciale s'est inscrit dans les corps par les marquages sur la peau. Donc, les corps tout entiers, la peau, qui était l'organe le plus, soi-disant, l'organe le plus large et le plus important du corps, en fait, a été marqué par, et donc marqué, mais ça veut dire aussi dépossédé et capturé, détruit par l'exercice de la colonisation. Donc, je pense que nous sommes maintenant dans un moment, un petit seconde, Myriam, nous sommes dans un moment, en fait, que j'appelle des révolutions épistémologiques, puisque, en fait, est-ce que nous avons pensé tel que les corps a été défini et pensé dans la modernité, est en train d'échanger radicalement. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que cet changement épistémologique et politique ne peut pas être fait uniquement par la science, ne peut pas être fait uniquement, évidemment, par les marchés, mais doit être fait par tout et chacun. Et donc, quand je dis par tout et chacun, je veux dire par la force créatrice, et donc par les artistes, par les écrivains. Et c'est là que me semble que, par exemple, le travail de Myriam est exceptionnel et super important. Puisqu'en fait, pour moi, c'est pas que Myriam ne représente pas un corps qui existe, mais plutôt fabrique la possibilité d'une corporalité que nous ne sommes pas capables, en fait, encore de voir. Donc, c'est la fabrication de ces corps comme ce que j'appelle une machine révolutionnaire. Mais il faudrait dire peut-être être dans les cas de Myriam comme une chair révolutionnaire qui n'existait pas encore en tant qu'entité politique, puisqu'elle n'est pas reconnue en tant qu'entité politique, soit parce qu'elle est femme, soit parce qu'elle est migrante, soit parce qu'elle est non blanche, soit parce qu'elle est trans, soit parce qu'elle est enfant, soit parce qu'elle est violée, soit etc. etc. Donc c'est tous ces corps qui ne sont pas reconnus en tant que sujet politique, mais qui vont advenir politiquement et épistémologiquement, peut-être en fait justement dans un grand processus de transformation épistémologique. Donc c'est ça qui me semble en fait extraordinaire, par exemple dans le travail de Myriam. Et pardon qu'il était trop long. Hein. Non, ça va. Non, ça fait rien. Moi, j'ai une question. Pour moi, c'est un peu différent que vos pensées. Pour moi, la pensée est, je suis une femme, j'ai la possibilité, disons, l'anatomie. Je nie pas l'anatomie. Je ne la nie jamais. Mais j'aimerais montrer ce que ça veut dire l'anatomie. Je suis une femme. Ce que ça montre. Pas seulement corporellement, pas seulement par l'anatomie, mais par la société. Et naturellement, là, il y a quelque chose in between. Moi, je peux pas dire ça tellement élégant. Non, mais laissez-moi parler un peu. Je trouve que pour moi, c'est très important de montrer d'ailleurs, ça c'est l'anatomie, on est une femme, on est un homme, on est trans, on est animal, on est tout ce qu'on peut être si on pense par l'anatomie qui se contrarie avec ce que les gens ressentent. Je ne sais pas si je peux dire ça vraiment bien, ce que les gens ressentent, ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent être, et la société qui veut catégoriser. Moi, je suis contre la catégorisation. Je suis pour l'anatomie, mais c'est contre la catégorisation. Bon, je le dis plus, je peux pas le dire. Mais c'est ça qui me gêne, de se montrer, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Et ce que je trouve intéressant, comme je travaille très vite, avec mon corps, avec ma façon corporelle, ça se montre exactement cette schizophrénie entre ce que les gens veulent être, ressentent quand ils ressentent ce qu'ils sont, ce qu'ils pourraient être, et la société qui veut toujours que on ait ça et ça et ça, et puis je vois pas exactement si je peux mon français n'est pas très bien, mais c'est ça que je trouve intéressant parce que c'est différent ce que vous avez dit avant.
C'est ce qui m'est très important, c'est qu'on voit que c'est tu sais, quand tout est égal, c'est l'égalité entre toutes ces possibilités. Ça, je trouve très intéressant, et je trouve qu'on peut que je peux travailler avec, mais seulement si je pense aussi l'anatomie. Alors, peut-être c'est parce qu'on s'est peut-être pas compris, parce que quand je parle d'anatomie, en fait, je parle dans un sens, si vous voulez, plus philosophique, en fait, un peu des points de vue de l'histoire de la médecine. Et je parle vous voyez ce que je veux dire? En fait, je parle de l'anatomie comme une cartographie cognitive. C'est déjà une représentation du corps. Et donc, cette anatomie-là, elle a une histoire. Et cette histoire-là, elle est très liée à l'histoire du capitalisme, à l'histoire de la pensée patriarcale, à l'histoire de la colonisation. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, il n'y a pas, l'anatomie n'est pas une objectivité. Les corps, par exemple, que tu fais advenir dans tes tableaux, ou dans tes peintures, parce que c'est pas exactement des tableaux, mais oui, dans tes peintures, ton corps dépasse largement l'anatomie, telle que l'anatomie a été pensée par la médecine occidentale. Oui, mais elle dépasse l'anatomie parce qu'elle connaît l'anatomie. Vous savez ce que je veux dire? Je pourrais pas faire ça si j'aurais pas connu vraiment et appris, disons, l'anatomie. Vous avez raison si vous dites que c'est historique et que c'est par la société et par l'histoire de l'anatomie. Vous avez tout à fait raison. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi une autre part qui montre comment que les femmes ont des seins, par exemple, ou bien que les femmes ont une vulva, ou bien que les hommes ont un pénis et tout ça. Ça sont des signes qui sont là. C'est des signes de la corporalité qui est là, qu'on peut pas nier, qu'on peut pas seulement voir par l'histoire, comme vous le faites. Moi, j'essaye de faire tout ensemble, naturellement, et je peux pas non plus. Je dis jamais qu'il faut voir la corporalité ou bien l'anatomie seulement d'une façon. Ça, c'est clair. Mais je peux seulement faire mes peintures comme je les fais si je pense aussi l'anatomie. Oui, je comprends. Mais c'est vrai que si vous voulez, en fait, par exemple, quand je parle pour moi, l'anatomie, pour l'instant, en fait, l'anatomie, quand je parle de ce changement des régimes, de cette révolution épistémologique, l'anatomie, je dirais, est aujourd'hui en fait un espace de contestation politique, en fait. C'est un lieu de débat, c'est pas une objectivité. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous parlez tout à l'heure, vous dites, ouais, il y a, je sais pas, par exemple, on pourrait dire, les trompes des Fallope, n'existaient pas jusqu'au XVIIIe siècle, par exemple, en fait. Et, les combats, par exemple, des personnes trans aujourd'hui, et des personnes intersexes, en fait, et des personnes non binaires, par exemple, comme moi aujourd'hui, justement, essayent d'advenir une nouvelle anatomie. Une anatomie dans laquelle, vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que là-dessus, on est d'accord. Une anatomie dans laquelle il n'y aurait pas uniquement des hommes et des femmes, mais il y aurait en fait une grande multiplicité, comme une énorme multiplicité. En fait, voilà comment. Ça, c'est vrai. Non, c'est exactement ça. C'est que, en fait, dans la science qui est utilisée dans une certaine manière de programmer les sociétés, d'utiliser le corps de cette ou cette manière. Maintenant, on est en train de voir comment le corps sont compliqués. Et c'est vraiment la complexification de l'anatomie. Et il faut pas dire il y a des divisions qui sont claires et ici il y a des rôles qui poursuivent, mais vraiment on voit qu'il y a des corps différents. C'est exactement, à mon avis, vous vous rencontrez, vous vous rencontrez dans un moment très important parce que vous tous les deux vous revenez au corps qui est le point de départ. Après l'anatomie, pour toi, Paul, c'est un point de départ pour la pensée politique, et pour Myriam, c'est quelque part cette schizophrénie qui est en train de se passer sur ces tableaux, sur tes tableaux. C'est exactement ce que tu es en train de compliquer à travers la philosophie et les notions philosophiques qui doivent être quelque part explodées parce que ça, elles suffisent pas. Il faut tout montrer. Oui, oui.
Oui, je pense. Mais pour moi, en fait, Myriam, elle fait la même chose dans les tableaux aussi. C'est-à-dire que même si... ouais, moi, je pense puisque c'est très difficile, en fait. Mais évidemment, dans les tableaux de Myriam, parfois, en fait, il y a des organes. Effectivement, on voit des corps avec des pénis, on voit des corps avec des seins. Mais ces corps-là, en fait, souvent... sont bien au-delà de ce qu'on imagine pouvoir être juste la masculinité ou la féminité. Il y a toujours en fait une tension, une contradiction, en fait quelque chose qui dépasse par les mouvements, par les gestes, par la force, par la relation entre les corps, qui dépasse en fait est-ce que justement l'imaginaire anatomique de la modernité nous aurait fait penser qu'il est un corps masculin ou féminin. Encore une chose, parce que vous avez tous les deux parlé avec de la fabrication. En fait, Paul, toi tu le sais très bien, mais à mon avis, il faut le répéter, la philosophie, c'est de fabriquer et créer des concepts, quelque part à la Deleuzienne. Et exactement, toi, dans ta pensée, tu es en train de créer de nouveaux concepts, quelque part, et Myriam est en train de fabriquer de nouvelles représentations de corps. Justement pour moi, c'est pour ça en fait, pour moi cette rencontre elle était super importante parce que vous tous les deux, vous créez des monstres du futur quelque part. Si le monstre est quelque chose de positif, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Très positif parce que justement, tu te souviens de ce texte de Paul. T'as dit ça plusieurs fois, Paul. T'as dit que ton corps n'existe pas. Car il n'est pas reconnu par la société régnée par l'épistémologie de la binarité sexuelle. Est-ce que tu peux développer sur ce sujet de ton corps qui n'existe pas, d'un corps monstrueux quelque part? Je veux après poser la question à Myriam. Myriam, est-ce que ton corps existe? Je réponds maintenant ou bien je sais pas. Alors, Myriam, je vous laisse répondre d'abord et après je dirai. Je réponds d'abord? Ouais. Pour moi, il existe 100%, mais comme instrument. Comme outil. Sinon, je peux pas vraiment dire comment il existe. C'est comme ça, chaque jour, c'est le journalier, il fonctionne, je suis contente, il devient vieux. C'est moins drôle, mais le long que je peux l'utiliser comme outil ou bien comme instrument pour mon travail, ça existe par ce travail. Ça n'existe pas en soi. Là, je suis d'accord, absolument. Mais si je peux l'utiliser pour faire mon travail, et ça c'est important, c'est pour ça que je suis tellement vite dans mon travail, ça a beaucoup à faire avec ça. C'est le rythme, disons, du travail qui est mon corps comme instrument. Sinon, je m'en fiche. Hein. Il n'est pas là, normalement. Hein. Là, vous avez absolument raison. Là, je suis d'accord, hein, complètement. Et qu'est-ce que toi t'en penses, avant de passer la parole à Paul, qu'est-ce que t'en penses de cette idée de la monstruosité, c'est-à-dire de ne pas être reconnu, de traverser quelque part les normes qui nous ont été assignées? Dans ce texte-là, avec c'est un monstre qui vous parle, j'étais complètement d'accord. Là, j'étais complètement d'accord. Si quelqu'un dit que mes peintures, les gens qui sont les personnes qui sont sur les peintures sont monstrueuses, là je suis moins d'accord, parce que je trouve que c'est faux dans mon cas là. Le monstrueux, c'est pas ces figures, ces personnes. Le monstrueux, c'est la société autour qui fait des monstres de ça. C'est pour ça quand les gens disent devant mes peintures, moi, ça a l'air comme un monstre. Je dis toujours non, c'est pas un monstre, c'est un homme, c'est une femme, c'est in between, c'est un animal, c'est peut-être in between entre animal et personnage ou c'est des têtes ou ça, mais c'est pas des monstres. C'est pour ça que je fais là une différence entre votre définition et la mienne. J'aime beaucoup la vôtre. Paul, dis-nous un tout petit peu comment toi tu définis cette monstruosité, parce que c'est vraiment important de chercher des mots pour se parler dans de nouveaux vocabulaires quelque part. Donc pour moi c'était important aussi cette monstruosité. Ça vient aussi avec la nécessité de fabriquer
on crée de monstres d'abord, après on s'organise avec ce monstre. Mais pour toi, cette monstruosité, c'est quoi? Pour moi, dans un sens philosophique, c'était pour moi les monstres, c'est l'effet d'un décalage entre un corps qui n'a pas d'existence politique, mais qui est un corps intense, qui a une énorme intensité vitale. Et dans ce sens-là, peut-être ce que fait Myriam, c'est pas dans ce sens-là, si vous voulez, c'est un corps qui a une énorme existence physique, mais qui n'a pas de reconnaissance politique. Et donc, cette asymétrie produit une forme de monstruosité. Cette asymétrie, précisément parce qu'il n'est pas représenté politiquement. Quand il apparaît dans la représentation, il apparaît comme un monstre. On dit, ah là là, c'est un monstre. Qu'est-ce que les gens disent devant les tableaux de Myriam? C'est, ah, ça c'est un monstre. Mais non, c'est pas un monstre en fait. C'est justement, c'est parce que il y a des formes de corporéité, des corps qui ne sont pas reconnus politiquement. Et donc moi, ce qui m'intéresse en tant que philosophe, c'est comment dans cette tradition du capitalisme patriarcal et colonial, on a construit un ensemble de corps en tant que corps monstrueux. Et ces corps, en fait, ne sont pas tellement différents de nous, en fait, surtout du moi, mais encore de vous aussi. C'est-à-dire que historiquement, par exemple, les femmes ont été construites comme des monstres. C'est-à-dire c'était vraiment les canons de les modèles du corps humain étaient un modèle masculin par rapport auquel la féminité était pensée en fait comme une forme de déviation, comme une forme mineure. Mais aussi en fait la différence raciale a été pensée comme monstruosité, la différence corporelle, c'est-à-dire toute forme de ce qu'on a appelé en fait handicap et qu'aujourd'hui on appelle diversité fonctionnelle et que j'appelle dissidence somatique. A été pensé en tant que monstruosité. On pourrait dire que quelque part, la plupart des corps ont été considérés comme des monstres. Et que par contre, en fait, il y avait que les corps masculins, blancs, un corps reproductif, un corps des pères souverains, qui étaient considérés comme les seuls corps, en fait, qui étaient reconnus comme véritables souverains politiques. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il s'agit aussi d'inverser un peu notre vision habituelle de la monstruosité. La monstruosité, pas comme quelque chose de très 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 rare et éloigné, mais en fait comme les monstres que nous sommes en fait. Et donc quelque part, ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est comment à partir des mouvements de décolonisation, à partir des mouvements féministes, des mouvements des minorités sexuelles, à partir des mouvements des migrants, etc., on assiste vraiment à un véritable réveil politique des monstres. C'est comme si les monstres, en fait, tout d'un coup, prennent la parole, parce qu'il y a une chose très intéressante aussi, et on peut dire ça par rapport à la peinture et à l'écriture. Par exemple, les femmes, historiquement, même s'ils ont fait la peinture, et les femmes, même si elles ont fait l'écriture, elles n'ont pas été considérées comme des véritables sujets de la peinture ou des véritables sujets de l'écriture. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui commence maintenant. Par exemple, en fait, peut-être que Myriam Kam, il y a peut-être une centaine d'années, aurait été absolument pas reconnue en tant que peintre, puisque femme. Moi-même, en fait, quand est-ce qu'une personne trans aurait eu la possibilité d'écrire et de s'exprimer publiquement? Notre parole était considérée comme une parole des personnes dysphoriques, des personnes malades mentales. Donc, c'est-à-dire, on avait un statut effectivement qui était considéré comme un statut médical ou juridique, mais on n'avait pas un statut en fait des producteurs de connaissances ou des producteurs de pratiques artistiques. Et je pense que c'est ça aussi la transformation à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est le devenir sujet politique effectivement par ces pratiques de représentation et ces pratiques de transformation et de fabrication du monde qui sont l'écriture, la prise de parole, la peinture, le cinéma, les théâtres, enfin toute pratique artistique à travers laquelle en fait les monstres, ceux qui ont été historiquement considérés en tant que monstres, commencent à produire
un savoir sur eux-mêmes, en fait. Et du coup, effectivement, à transformer aussi la représentation et ce qu'on entend par représentation ou par relation sociale. Je crois aussi que, disons, comme les femmes sont la moitié de l'humanité, mais dans l'art, ou bien comme vous dites, comme vous avez dit avant, dans l'art, elle existe seulement dans une forme corporelle réduite. Absolument. Et là, je trouve qu'on a la grande chance d'avoir beaucoup de thèmes. Nous, les femmes artistes, maintenant, aujourd'hui, contemporaines, nous avons des thèmes qu'on peut... on est bien mieux que les pauvres hommes qui ont toutes ces histoires de l'art où ils doivent se référer, les géniaux et tout ça. Nous, on a tout. On n'a pas tout ça. Moi, par exemple, je suis très intéressée dans l'art comme elle était. Ça, c'est clair. Je prends tout, je refais tout, mais il y a des thèmes qui sont pas là. Par exemple, accoucher ou quelque chose comme ça. Ça n'existe pas. Et la clitoris n'existe non plus. Et tout ça, ça donne des thèmes nouveaux et j'ai toujours l'impression que j'ai pas assez le temps de faire tout pour ça parce que c'est tellement beaucoup, c'est tellement les thèmes sont nouveaux et nous avons heureusement aujourd'hui la chance, comme vous avez dit, que moi comme artiste, je suis quand même assez connu, je peux travailler, je peux exposer, mais les thèmes sont nouveaux. Pas tous, mais les thèmes sont nouveaux. Et quand vous avez et la normalité, la so-called normalité, n'utilise pas ces thèmes, même si c'est des thèmes journaliers, même si chacun a été accouché ou quelque chose comme ça. C'est pas dans l'histoire de l'art. On voit la Vierge Marie, très belle, c'est tout super, mais j'aime beaucoup les Vierges Marie avec les petits Jésus. C'est pas le point. C'est simplement, il y a quelque chose qui n'est pas là, qui est ici dans toutes nos vies. Et il y a beaucoup de thèmes comme ça. Il y en a tellement que je suis ravie de pouvoir faire mon travail. Non, mais c'est encore une fois un point qui vous connecte tous les deux, parce que la chronique de Paul dans la Libération, c'était de non-dit, le tabou, oui, le point de vue des exclus, ça nous concerne tous. C'était juste le non-dit. Et toi, c'était aussi pareil. La vitesse dont Myriam crée ses pièces, comme s'il y avait vraiment le temps qui passait. On sent vraiment la physique du temps qui passe. Elle se précipite. Et c'était vraiment la même sensation que j'avais en lisant tes chroniques régulièrement, parce que là c'était. Mais vraiment, il faut parler de cela et après de cela. Et cet engagement, cette urgence, justement, c'est une urgence de sujets qui ont été complètement oubliés, effacés, non existantes jusque-là, et il faut juste le prendre. Vous le prenez tous les deux de manière différente. Il y a des sujets qui sont différents, mais à la fois cet intérêt dans ce qui était caché. C'est encore une fois, ça s'exprime pour Myriam sur la toile, avec de films, avec des photos, avec les écrits. Pour toi, c'est l'écriture, c'est tes expositions aussi. C'est toujours engagé aussi. C'est jamais, ça vient pas des étoiles. Donc là, à mon avis, cette réalité de votre engagement. On a parlé de partir de vos corps. Toi, ta philosophie, Paul, c'est une philosophie incarnée. La peinture de Myriam, c'est la peinture qui est complètement incarnée. Donc à mon avis, encore une fois, c'est super important. Et la question, peut-être, qui pourrait encore faire un point sur ce sujet-là, c'est pour vous, c'est quelle serait la distance entre l'art, le métaphorique et pratique politique? Alors, il faut répéter la question parce qu'on n'a pas compris la question. J'ai pas compris là. Donc la question, ça serait parce que en fait votre engagement qui s'exprime dans le texte philosophique, dans les œuvres d'art, en fait, comment ça devient et comment c'est
politique pour vous? La politique, c'est quoi et comment l'approcher? C'est pas la réelle politique, comme on dit. C'est pas un politicien qui peut l'utiliser ou quelque chose comme ça. C'est la politique, elle est plus subcutane. Comment est-ce qu'on dit? Subcutane. C'est une politique subcutane qui montre aux gens qui regardent ses œuvres, ou bien qui lisent les textes de Paul, ah, ça existe aussi. Ah, c'est vrai, le corps pourrait être comme ça, par exemple. Et pourquoi ces gens-là, qui ont ces corps-là, soit comme Paul, soit comme les femmes, n'ont pas les mêmes droits? Et là, ça devient politique. C'est un peu au raccourci, j'ai fait un peu un raccourci. Je me mets pas là et je me dis, je vais faire quelque chose de politique. Ça, je fais jamais, ça c'est clair. Hein. Mais le politique existe dans le travail, ça c'est aussi très clair, et les gens qui veulent le voir peuvent le voir. Et j'espère toujours que quand les gens voient mon travail, ou bien lisent mes textes aussi, qu'ils commencent à penser, c'est comment dans la politique réelle, comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a pensé maintenant dans la politique réelle pour avoir les mêmes droits, par exemple, et tous ces trucs où je trouve ça devrait être normal, mais c'est pas normal. Hein? Alors, ouais, je suis totalement d'accord avec Myriam. Moi non plus, par exemple, en fait, je me suis pas dit, puisque ça fait très longtemps, en fait, que je fais ce que je fais maintenant, je jamais me suis dit, en fait, je vais faire de la politique. En fait, c'était absolument pas ça. Mais par contre, en fait, c'est sûr que j'avais l'impression que, en tout cas, par le langage, chaque fois que je parlais, ma parole posait une forme de dissidence. C'est-à-dire qu'elle produisait comme un tremblement. J'avais l'impression, en fait, que je ne pouvais pas parler. En fait, que chaque fois que je parlais, si je disais ce que j'ai ressenti, ce que ma manière de voir les choses, parce que je parle là de quelque chose de très enfantin. Hein. C'est-à-dire que dans ce sens-là, puisque aussi, j'ai l'impression aussi qu'on a une manière de penser la politique qui est assez ridicule, en fait, puisqu'on a l'impression que seulement, c'est-à-dire qu'il faut déjà être un sujet politique pour faire la politique. Et pour moi, c'est exactement le contraire. Pour moi, la politique, c'est les processus à travers lesquels on devient sujet. Et donc, dans ce sens-là, ce qui m'intéresse, c'est justement, c'est la politique des animaux, c'est la politique des migrants, c'est la politique des personnes trans, c'est la politique des femmes, dans la mesure où ils ne sont pas encore accédés à les statuts apparemment des politiques. C'est-à-dire que justement, ils sont peut-être même pas représentés, y compris à l'intérieur de l'horizon de représentation démocratique. Puisqu'en fait, c'est ça aussi qui est intéressant. Je pense que c'est pour ça en fait que quand on parle de politique, nous ne sommes pas en train de parler de la politique des partis, nous ne sommes pas en train de parler de la représentation telle qu'elle est pensée à l'intérieur de l'échiquier démocratique. Nous parlons en fait de ce qu'on pourrait dire avec l'expression d'Édouard Glissant, nous parlons de ce que nous pourrions appeler la politique de la relation. C'est-à-dire en fait, comment s'est construite la relation en fait. Qu'est-ce que ça veut dire en fait justement, par exemple, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Qui a le droit de vivre? Quel corps a aujourd'hui le droit de vivre? Et comment, collectivement, on décide en fait de la possibilité de vie ou de mort par rapport à certains corps? C'est ça qui m'intéresse en fait, et dans une énorme continuité, je dirais, des corps vivants. C'est pour ça en fait qu'en tant que philosophe, je m'intéresse pas, par exemple, les catégories identitaires, me semblent en fait appauvrir les débats. C'est-à-dire que je m'intéresse pas tellement les positions homme-femme, masculin-féminin, hétérosexuel, homosexuel, etc. Mais m'intéresse plutôt les pratiques de vie. Quelles sont les pratiques de vie? Et je dirais même quelles sont les techniques des corps? Quel corps, à travers quel geste, avec quelle parole en fait? Pourquoi un corps peut parler et un autre ne peut pas parler? Pourquoi un corps a le droit d'être logé et un corps ne peut pas se loger? Vous voyez, en fait, par exemple, ce rapport que Myriam travaille très bien dans ces tableaux, entre les corps et l'espace. C'est-à-dire, il y a dans les tableaux, dans les peintures, dans les vidéos, dans les dessins de Myriam, il y a très souvent des corps qui cherchent
on a l'impression qu'ils sont dans un espace totalement détruit, dévasté, en fait, et qui cherchent, en fait, un toit, quelque chose, en fait, qui pourrait les abriter, comme si, en fait, ça avait été irradié par, peut-être, en fait, justement, par l'impossibilité d'être regardé, par l'impossibilité de parler, par l'impossibilité d'agir. Donc, c'est ça qui m'intéresse, moi, en fait. C'est la politique du geste, la politique du corps, la politique de la pratique concrète, en fait, des pouvoirs, en fait, c'est-à-dire des choses aussi banales, en fait. Par exemple, c'est pour ça que m'intéresse aussi si vous voulez, les rapports entre politique et représentation. Mais représentation, je parle là même des peintures. C'est-à-dire, nous avons tous un papier avec nous, des papiers de documentation, avec une photo de nous à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. C'est-à-dire que notre réalité politique est construite par un papier de fiction, comme ça, un petit papier dans lequel, en fait, il y a un portrait de nous et quelque chose avec notre nom. C'est pour ça que, par exemple, quand la première fois où j'étais confronté à la peinture de Myriam, mais honnêtement, c'est la première fois de ma vie que je me suis dit, j'aimerais bien être un portrait. J'aimerais bien un portrait. D'ailleurs, en fait, j'ai écrit à Myriam tout de suite pour lui dire, ça m'était jamais arrivé, parce qu'en fait, j'ai voyé la peinture de Myriam comme la seule possibilité de faire vraiment une représentation de moi face à la non-représentation des papiers d'identité, des photographies des papiers d'identité, mais des milliers de photographies. C'est-à-dire, nous sommes surreprésentés par les caméras de surveillance, par l'acte même, en fait, constant sur les téléphones d'être représentés. Et néanmoins, pour moi, cette représentation sont des destructions du corps. Et alors que quand j'ai vu, en fait, la peinture de Myriam, pour une fois, je me suis dit, ah là là, peut-être en fait peut-être que quelqu'un pourrait faire finalement en fait un portrait. Et je me souviens, j'avais écrit à Myriam et Myriam m'avait dit tout de suite en fait, ah bah je suis désolé parce que j'avais des portraits. Je suis désolée. Et même si je sais que en fait que vous faites des portraits, enfin beaucoup de portraits de vous, chose qui me paraît très importante, mais voilà, pour moi, si vous voulez, c'est cette politique-là qui m'intéresse, en fait. C'est la politique qui fait les passages, la traversée entre la photo d'identité de votre passeport et quelque chose d'autre, en fait. Une autre possible représentation de vous. En fait, comment fabriquer ça? Comment construire ça? Donc ça s'est construit de multiples manières. Hein. Ce n'est pas uniquement par la peinture, mais voilà. Quelquefois, j'utilise un titre qui est un peu ce que vous avez raconté maintenant, qui s'appelle « Ce que je vois, c'est pas ce que je sens ». Parce que c'est... Moi-même, quand j'ai pas beaucoup de specchio, comment est-ce qu'on dit, je me regarde pas beaucoup, hein. Des miroirs? De miroirs. J'ai presque pas de miroir chez moi. Je trouve pas intéressant, je le fais naturellement pour faire un peu comme ça, mais c'est tout. Et j'ai toujours l'impression que je suis une autre personne quand je regarde dans le miroir. Déjà ça, c'est bizarre. Alors, je sens pas ça que je vois. Je serais plus d'accord avec vous. Ouais, alors. Et je crois que ça, a un sens si on fait mes peintures. Hein? Moi, ce que j'adore, parce que toi, Paul, tu as parlé de portraits, ou de têtes, où toi, tu te reconnais. Pour moi, le fait que le même format, la même séquence, il y a aussi des animaux. Moi, je me retrouve dans le portrait ou des têtes des animaux. Ça, c'est vraiment, c'est exactement ce qui m'exprime, en fait. Donc, oui, c'est vrai. Donc, Myriam, elle nous produit, elle nous fabrique des miroirs quelque part qui peuvent ou sont capables de capturer quelque part la complexité de comment on se sent, comment on est, comment on n'arrive pas de se regarder le matin, le soir, ça va. Après, on change, on est constamment en mouvement. Donc là, c'est vrai que encore une pensée
juste dans la continuité de ce que vous venez de dire, cette question sur la politique, c'était beaucoup plus la question exactement que probablement, je suis en train de penser, de dire en train que je le pense, mais à mon avis, c'est exactement peut-être la politique pour moi, ça serait synonyme de ne pas reconstruire, mais construire constamment quelque chose de nouveau, c'est-à-dire, tu vois, de nouvelles formes, proposer de nouvelles formes, de nouvelles manières de dire, de nouvelles, de nouvelles règles quelque part, qui sont là pour juste pour un petit instant, mais on est dans la traversée quelque part. Donc là, quelque part, cette idée de la politique, c'était pas juste d'imaginer des hommes politiques, parce que ça nous intéresse pas. C'est pas effectif non plus. Ce qui est effectif, et c'est pour ça on travaille dans le domaine de l'art, parce que c'est là l'invention, c'est là où on peut proposer des utopies pour le futur, en fait. Ouais, bah oui, je suis totalement d'accord avec toi, Martha. Je dirais en fait, c'est comme la fabrication collective de la réalité. Parce que c'est ça qui, par contre, qui me semble la clé, c'est qu'effectivement, c'est la construction et pas la répétition, mais cette construction, elle est collective. Et c'est là toute la complexité est là. C'est-à-dire puisqu'en plus nous avons parlé beaucoup du corps aujourd'hui et que nous savons, et c'est encore un héritage erroné, métaphysiquement erroné en fait, de penser les corps comme un corps autonome, comme un corps individuel, comme un corps séparé, puisque le corps est en relation, ne peut qu'être en relation en fait. Voilà, donc par définition, puisque comme être vivant ne peut être que dans la relation. Mais effectivement, ça fait que cette construction de la réalité, combien même elle doit être constamment inventée, elle doit être forcément aussi collectivement partagée. Et c'est ça la question, toute la complexité est là. Et je pense que c'est aussi pour ça, par exemple, me semble que à un moment donné, on n'écrit pas simplement, ou on ne fait pas la peinture simplement, mais à un moment donné, en fait, on publie ou on fait une exposition. Ça ne s'arrête pas uniquement dans les gestes même de construire quelque chose, mais il faut à tout prix, en fait, le partager, partager ça. Et essayer de, quelque part, en fait, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on peut se regarder dans la peinture de Myriam, où en tant qu'écrivain, idéalement, en fait, on aspire à qu'une autre personne pourrait parler la langue, en fait, qu'on invente quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement un monologue ou c'est pas simplement un geste corporel individuel. Ouais. Non, mais c'est exactement. En fait, il y a quelques mois, juste avant la deuxième vague de la pandémie, je préparais une exposition au Kunstmuseum Bern. Et je pouvais pas l'ouvrir. Vous savez, les œuvres étaient accrochées. Moi, j'étais prête pour avoir la conversation avec le public et ça se faisait pas. Donc là, c'était une expérience la plus difficile que j'ai vécue en tant que commissaire, de ne pas pouvoir sortir et en parler. Parce qu'en fait, les œuvres était là, mais elle était vraiment, elle pouvait pas parler. Je pouvais pas non plus parler. Donc là, c'était exactement ce que tu es en train de dire quelque part, que on a cette relation de poser des questions, de se poser des questions, de se critiquer, d'aller plus loin, de compliquer et de poser d'autres questions. C'est comme toi, Myriam, tu dis, il y a tellement de sujets et tu veux vraiment aussi, je pouvais pas passer à l'autre sujet parce que celui-ci, elle n'était pas digéré quelque part. Donc là, c'était vraiment super difficile. Mais justement, on peut pas dans l'art travailler sans ce moment de la discussion, de mettre quelque chose ici sur la table. On parlait. Moi, je trouve que c'est très difficile de trouver le point où on fait soi-même seulement, seul, ou bien comment on le fait. Son travail, son art ou bien écriture, mais il y a l'autre position où on montre ce qu'on a fait. Et pour la discussion, comme tu le dis, et ça c'est très important aussi, et c'est une autre forme, pour moi c'est une autre forme
que de faire les peintures dans mon atelier comme ça seul et machin. Mais montrer, c'est une autre, montrer aux gens qui viennent, au public, ça c'est comme tu dis, c'est le dialogue qui commence là. Peut-être pas avant, hein. Là, je crois pas. Je crois plutôt qu'avant, je suis comme ça concentré sur mon travail. C'est ma façon de voir le monde, de voir des gens, de voir les animaux et comme ça. Mais ça sert à rien si on peut pas le montrer. Et c'est là l'exposition, c'est ça, de montrer et puis d'avoir des discussions et de tester si c'est vraiment nouveau ce que je fais là, mes pensées, ou bien si c'est old school, hein? Oui, et en plus, moi, quand je venais la première fois chez Myriam dans ton studio, c'était drôle parce que j'imaginais, bon, je vais, c'est la montagne, c'est plein de montagnes à la fin du monde, ça sera silencieux. Et là, je saute, c'est un tourbillon. Je me sentais comme à Paris. C'était vraiment bon. On parlait de tout. Il y avait des choses qui se passaient. Myriam, elle s'intéresse à tout. Il y a plein de livres. Donc là, c'était vraiment, c'est exactement ça, non? C'est un moment aussi de la solitude. C'est juste un point de départ. Nécessaire. Nécessaire. Et toi, même si tu es quelque part placé corporellement ici, au milieu de la montagne, toi, tu es vraiment au centre du monde avec toutes les urgences qui nous entourent. C'est pareil pour Paul. Toi, maintenant, avec ton corps qui est malade, tu peux pas être avec nous, tu peux pas voyager, mais t'es là, tu vois, tu arrives, tu te connectes, tu partages avec la générosité ton temps, donc vraiment c'est intéressant. De toute façon, j'ai très envie de venir parce que, enfin bref, je préférais être là physiquement avec vous et l'expérience de l'exposition et de voir les peintures de Myriam, ça me manque terriblement. Donc ouais. Mais je viendrai à Paris là. Aussi. Si ça marche. Oui. Je sais pas si on a encore du temps, Paul. Est-ce que toi, tu as encore du temps? C'est comme vous voulez. En fait, c'est votre public. En fait, c'est plutôt qu'est-ce que fait votre public là? On pense qu'on va terminer là. Notre conversation va continuer parce que bon, on va s'observer, on va se lire, on va voir des œuvres. Mais merci Paul d'être là avec Merci beaucoup. Nous. Hein. Merci beaucoup. En fait, vous me manquez terriblement. À très bientôt. À très bientôt, Paul. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Ciao. Ciao. Merci.